première exposition de voitures anciennes à Genève, je l'ai faite au salon de 1964. Et c'est là que j'ai eu un grand succès dans l'ancien casino. J'ai eu beaucoup de difficultés parce qu'on disait « Oh, le casino ne va pas tenir, il faut qu'on démolisse », mais enfin, on a quand même fait l'exposition. Et quelques jours avant, on ne savait pas encore si on avait l'autorisation. Bon. Là-dessus, vu le succès, j'ai décidé de créer un musée. Et le plus beau de tout, c'est que pendant 30 ans, je me suis bagarré. J'ai fait quelques expositions à Vernier, à Meyrin. Toujours, on me disait, on veut faire un musée ici, mais jamais ça s'est fait. Beaucoup de promoteurs, beaucoup de personnes me disaient, on va faire ça, on va faire ça. Mais en fin de compte, on n'a jamais rien fait. Et le musée ici s'est ouvert en mars pendant le salon de 94. Donc, vous voyez, exactement 30 ans. Il faut dire que durant ces 30 ans, j'ai eu certains problèmes, et notamment un promoteur, soi-disant très riche, était d'accord de créer ce musée avec moi et me nommer directeur, ce qui était très bien. Alors là, on avait trouvé un terrain près de l'aéroport, un grand terrain qu'on ne payait pas cher. On avait fait des projets pour un local. Et ce promoteur, quand on discutait, on approchait de la conclusion, il me dit, maintenant, il faudra qu'on fasse un emprunt de quelques millions et on mettra les voitures en garantie. Ou alors, là, je ne suis pas d'accord, j'ai préféré abandonner. Entre-temps, j'ai eu plusieurs promoteurs aussi dans le canton, à Aigle, par exemple, on a fait un musée. On a eu d'autres propositions. Quand j'ai fait des expositions entre deux, à Meyrin ou à Vernier, on me disait, les municipaux de la commune, le maire me disait « Oh, il faut qu'on fasse musée ici, etc. » Mais en somme, on n'a eu rien ne s'est concrétisé. Si bien que le Japon, j'ai fait une émission pour le Japon il y a une dizaine d'années, un reportage aussi sur la collection, où on disait aux Japonais « Venez voir ce musée à Genève ». Et quelqu'un me disait « Dis plutôt aux Suisses, allez voir le musée au Japon ». Voilà. D'autre part, je n'ai pas voulu créer ce musée là-bas, je n'ai pas voulu m'expatrier, si on peut dire. J'ai dit, je veux que ce musée reste à la ville de Genève. Et je crois que je peux dire que c'est le seul musée où nous avons autant de véhicules. Nous avons environ 70 voitures, nous avons à peu près 60 vélos, nous avons autant de motos. Donc, c'est un des musées qui a tous ces véhicules. Alors, cette voiture, la 5 chevaux Citroën, qu'on appelait également le cul-de-poule, a une importance primordiale pour moi. En effet, ce fut ma première voiture. Comment je l'ai acquis? Le professeur Inglin a gagné, qui m'a cédé cette voiture, l'a gagné dans un concours. En effet, dans un magasin, il y avait un bocal de grains à café, et scellé bien entendu, et il fallait trouver le nombre de grains qu'il y avait dans ce bocal. Ce professeur Inglin, mathématicien, qui faisait également les calculs de probabilité, a gagné et a eu cette voiture. Comme il connaissait mon père, on avait une propriété au Grand Pré, donc près de la Servette, et mon père lui a laissé un garage pour mettre sa voiture à l'abri pour 5 francs par mois. Quand ce monsieur Inglin a voulu prendre une voiture plus moderne, en 1934, cette voiture est restée chez moi. Je ne sais pas si mon père lui a fait cadeau d'1 ou 2 mois de garage, j'en sais rien. Enfin, la voiture était à moi. Là, je commençais à démonter, à remonter, je roulais dans la cour, marche avant, marche arrière. Je ne pouvais pas aller dehors, bien entendu, je n'avais pas le permis de conduire, je n'avais pas le droit de rouler. Et cette voiture, c'est un peu plus tard, lorsque j'ai eu 18 ans, que j'ai pu rouler avec. Quand j'étais tout petit, j'avais quelques années, 3-4 ans, le professeur Inglin me mettait au volant de sa voiture pour la sortie du garage. Car en effet, M. Inglin n'avait pas l'habitude de mettre une voiture en marche avec le démarreur. Toujours, il tourne la manivelle. Alors, il sortait la voiture, il mettait en marche la manivelle. Moi, j'avais la chance de pouvoir accélérer. Lorsque j'avais peut-être 4 ans, j'étais très fier. Et de temps en temps, il m'emmenait promener avec cette voiture. Bien entendu, cette voiture est mémorable puisque, je peux dire, c'est le début de ma collection. Alors, cette voiture est une des plus belles voitures de mon musée. J'ai connu le propriétaire de cette voiture, une Hispano Suiza, type K6 de 1935. Le propriétaire voulait une Hispano,
Et il a demandé à plusieurs carrossiers de faire des projets. Et si bien, c'est Fernandez et Darin qui a conçu ce projet. Et cette voiture a fait un concours à Monte-Carlo sous le nom de l'Oiseau bleu. La voiture était bleue. Mais moi, j'ai dû faire un film, L'homme à l'hispano-blanche. Alors là, j'ai dû la faire blanche. La voiture est toute d'origine. D'autre part, comme cette voiture est vraiment pour mon musée quelque chose d'unique, lorsqu'on a fait l'affiche, lorsque on a ouvert le musée en 94, par le retour, on a fait un concours pour l'affiche. On a fait un concours avec les Arts déco de Genève. Et le thème, l'affiche, il fallait avoir en tout cas l'hispano dessus. Et c'est pour ça que notre affiche, comme vous voyez, il y a l'avant de cet hispano. D'autre part, donc il faut dire que l'ingénieur qui a construit ces voitures, M. Birkid, était un constructeur genevois, mais qui a été en Espagne pour construire les premières voitures, et après en France. Donc Hispano-Suiza. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une voiture suisse. C'est totalement faux. C'est une voiture qui n'a pas été construite en Suisse, mais l'ingénieur Marc Birkid était suisse, était genevois. Il a fait toutes ses études à Genève. Alors, cette de Dion Bouton a quelque chose de très spécial. Premièrement, c'est une de Dion construite par de Dion, entièrement par de Dion. Elle est donc, bien entendu, entièrement d'origine. Même l'intérieur, vous voyez, comme vous pouvez le voir, est d'origine. Mais j'ai connu celui qui avait cette voiture, qui a acheté cette voiture neuve à l'époque, c'est un vieux monsieur quand je l'ai connu. Et lui, en 1919, il a voulu acheter cette voiture. Et la voiture avait des phares électriques. Ce monsieur qui avait l'habitude de conduire déjà depuis longtemps, dit, moi, le courant électrique, jamais je l'ai vu passer. Alors moi, je veux, comme ma voiture avant, je veux des phares acétylène. Et c'est la raison pour laquelle il a mis 2 lanternes acétylène ici. Il me dit, moi, l'acétylène, je le sens. Alors je peux dire, je sais que ça marche. Mais l'électricité, j'y crois pas. Alors voilà. Et la voiture a très très peu de kilomètres, j'ai roulé avec également. Et une caractéristique formidable, c'est que toute la carrosserie, tout ça est en bois massif. Toute la carrosserie. Et c'est une des rares voitures faites entièrement par de Dion. Alors, c'est le Chevrolet de 1933. Il y a un petit problème amusant. Premièrement, je me suis fait prier près de 2 ans avant de l'accepter dans mon musée, car j'ai trouvé beaucoup trop moderne. C'est quand j'étais très jeune. Et ces 2 dames, 2 sœurs, qui étaient propriétaires de cette voiture, finalement, elles m'ont tellement demandé que j'étais chercher cette voiture. Et cette voiture était près de Mézières, dans un garage, dans un box fermé. Et quand cette voiture est sortie de ce box, les gens du village n'en revenaient pas qu'il y ait une voiture comme ça. Ces 2 sœurs, qui avaient déjà à l'époque environ 75 ans, m'ont raconté toute la vie de leur voiture. Et avant que je prenne la voiture, les 2 sœurs ont dormi dans le garage et dans leur voiture, la voiture de leurs parents. Et cette voiture est strictement d'origine, a très peu roulé, à peine après la guerre. Et ensuite, ces 2 sœurs m'ont dit, on vous enverra, je vous donnerai les papiers. Je n'ai jamais reçu, le temps a passé. Et 20 ans après, juste quand j'ai ouvert le musée, je reçois un paquet avec les papiers, différents documents de la voiture. Alors j'ai répondu à cette dame, j'ai invité ces dames. Elle m'a dit, vous comprenez, maintenant, moi j'ai 95 ans et ma sœur est décédée. Mais enfin, je ne sais pas si je peux venir voir la voiture. Alors j'ai envoyé la photo de la voiture au musée. Elle était enchantée, voilà. Et encore une chose, ces gens qui habitent à Mézières, jamais j'ai pu savoir où ils habitaient. On se donnait rendez-vous toujours devant la fontaine, jamais j'ai pu savoir leur adresse. Et c'est une carte postale. Cette voiture Citroën, c'est une Citroën C6 de 1932. Elle est en camionnette. Elle a été utilisée pour tourner un film, La guerre en pays neutre. Ce film, en somme, retrace la vie des espions pendant la guerre 39-45. Et ces espions envoyaient des messages à l'étranger, notamment à la Russie. Et pour trouver ces espions, les policiers s'étaient déguisés en marchands de légumes. C'est pour ça qu'on voit la voiture, fruits et légumes. Et derrière, les policiers étaient camouflés sous la bâche. Il y avait des cajots de légumes autour. Et c'est ainsi qu'ils sillonnaient la ville partout. Les espions ne se doutaient pas qu'un marchand de légumes pouvait les espionner. D'autre part, comme vous savez, pendant la guerre, il y avait l'obscurcissement et les voitures ne pouvaient pas laisser les phares. Et c'est la raison pour laquelle on a sur les phares des appareils qui obscurcissent. Il y a très peu de lumière.
Cette voiture Matisse 1919 est une voiture de sport. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de rallyes. Donc en son temps, elle a fait des courses à Genève, mais elle a fait la course du Marché-Rue en 1963, course de côte. Et un jour, nous avons été faire un grand rallye en 1964 en Italie. Un rallye qui s'appelle le Vecchio Piemonte. La voiture a très bien, elle marchait toujours très bien. Et en arrivant après le départ du rallye, la magnéto qui lâche. Un gros problème, comment faire? Comme c'est le magnéto Marelli, il y avait une agence à Turin de chez Marelli, on va chez Marelli. Et un coup de chance incroyable, un vieil ouvrier qui est là-bas me dit « Oh, mais attendez, je crois, je vais voir. » Et il va sur les rayons, il trouve une magnéto Marelli de cette voiture. La petite anecdote, c'est qu'on était tellement contents, on a pu continuer le rallye, c'était vraiment formidable, et on a payé content la magnéto. Mais il faut dire encore une chose, c'est que peut-être 3-4 mois après, on reçoit la facture magnéto encore une fois. Enfin, l'affaire a été classée. Alors, cette voiture, donc, il y avait une place pour une valise, et je n'avais pas la valise de la voiture à l'époque, et on avait cette vieille valise d'époque également, qui allait juste à merveille là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a vite mis cette valise pour aller en Italie. C'est la valise de ma grand-mère. Et bon, on a fait le rallye, tout, la valise, et quand on retourne à Genève, on regarde dans la valise, il y a tous les habits de ma grand-mère, les vieilles chemises de nuit, tout ça de ma grand-mère. On a passé la France, on était partout avec tout ce matériel dedans, toute pleine. Alors, cette voiture, une chose très amusante. Un jour, je me promenais à Bourg-en-Bresse, et je m'arrête comme ça, parce que, bien entendu, je cherchais toujours des voitures. Je m'arrête dans un garage, je me demande s'il connaît des voitures. Et le propriétaire, qui était assez âgé, me dit « Oh, mais moi, j'ai une vieille voiture !» Il me montre cette voiture, mais je dis « Oui, mais elle est modifiée. » Il avait mis des phares électriques, il avait changé les roues. Il me dit « Ah, mais alors, en ce qui concerne les phares, j'ai gardé les phares dans un tiroir, mes vieux phares. Je peux vous les donner. » Quant aux roues, il a mis des roues vraiment modernes et je n'osais pas rouler avec. Si bien que j'ai eu beaucoup de peine, j'ai trouvé un ancien charron qui fabriquait des roues à Genève pour les voitures pic-pic. Qui lui m'a dit, ben moi je vous fabrique les roues. Et lui m'a fabriqué des roues de l'époque, comme vous pouvez voir, avec rayon bois, strictement de l'époque, car ce monsieur fabriquait, dans toute sa vie, il a fabriqué des roues. Et encore, un petit problème, disons pas amusant, mais presque triste, il me dit, il faut que je me dépêche parce que je suis très malade, je crois qu'il avait un cancer, et il me dit, je voudrais terminer vos roues. Et il a terminé mes roues, et je crois qu'il est mort peut-être 15 jours après. Alors cette voiture a aussi, c'est très amusant, comment je l'ai trouvée. Un jour, dans la tribune de Genève, il y avait une annonce, Fiat 503 1927, moteur défectueux à vendre, au plus offrant. Alors je me présente là-bas, je vois c'est un épicier de Chênebourg qui avait ça. Il dit, oui, ma voiture, l'arrière, les coussins sont neufs parce que je mets des caisses, je mets de la marchandise dedans. Par contre, la voiture est en panne, il y a qu'une pièce qu'il faudrait changer, je ne peux plus rouler avec, je ne peux pas la faire réparer. Alors j'ai acheté cette voiture, avec mon mécanicien, on a démonté le moteur, et il s'avérait qu'une pièce, un pignon, était défectueux. Alors j'ai recherché partout ce pignon, très difficile à trouver. Je me suis adressé à beaucoup de maisons. Et au bout de 4-5 mois, ça a donné une bonne réponse. J'ai reçu 4 ou 5 pignons. J'avais trop de pignons. Alors cette voiture a aussi un souvenir. Enfin, il faut dire que la plupart des voitures ont un souvenir pour moi. Celle-là appartenait à mon ancien professeur au collège de Landes, M. Brutsch. Lui a eu que cette voiture. Donc c'est une Fiat 521. Et c'était mon ancien professeur. Par la suite, c'était mon collègue. J'étais professeur moi aussi. Et un jour, je le rencontrais quand j'ai fondé le club en 62, le VT Car Club Suisse. Et je lui ai dit, mais écoutez, venez à notre club avec votre voiture, c'est bien pour faire. Il m'a dit, mais moi, ce n'est pas une voiture ancienne, c'est ma voiture courante. Et il a roulé jusqu'à l'âge de, je crois, 75 ans avec sa voiture. Et je crois savoir qu'il est mort en Allemagne au volant de sa voiture. Et il a toujours eu que cette voiture, il l'a soignée, il a refait la peinture, vous voyez, comme une peinture impeccable. D'autre part, comme on ne trouvait plus de pneus pour ces voitures, il avait fait changer les roues et j'ai laissé en son souvenir les roues qu'il avait mis lui-même. C'est pour ça que la voiture a les roues plus grosses, elle n'a pas ses roues d'origine. Mais moi-même, j'ai dans mon dépôt des roues d'origine de la voiture. Cette voiture, c'est une pièce unique au monde. Elle a été construite par Bernard de la Chaux-de-Fonds pour une personne très riche, pour un prince, qui a voulu cette voiture et il l'a commandée juste avant la guerre. Pendant la guerre, cette voiture est revenue en Suisse, donc guerre 39-45,
Et elle était dans un garage tout près d'ici, au garage économique, à la rue juste là derrière, qui en voulait 16 000 francs. Moi, étudiant, je n'avais pas d'argent. J'allais voir tous les jours cette voiture, je la photographiais, mais malheureusement, c'était tout. Et c'est un médecin qui l'a acheté. Médecin du canton de Neuchâtel, sauf erreur. Et le hasard, j'ai pu suivre cette voiture tout le temps, toute sa vie, et avant qu'elle parte à démolition, elle est revenue chez moi. Et voilà, elle est ici. C'est une Bugatti type 49 de 1932. Elle était carrossée en Suisse par Ruckstuhl à Lucerne. Cette voiture, pour moi, j'y tiens beaucoup, car j'ai reçu pour mes 20 ans. J'allais à l'Uni avec cette voiture. Mais il faut dire qu'à l'époque, les Bugatti n'avaient pas grande valeur. Tout près d'ici, à la rue du Stand, il y avait un garagiste qui avait une soixantaine de Bugatti de tous les modèles, des 57, des 49, beaucoup de 44. Et les étudiants, qui étaient pas très riches, on achetait des Bugatti car on les payait entre 200 et 500 francs. Et devant l'université, il y avait toujours 2-3 Bugatti. Beaucoup d'amis réparaient leurs Bugatti, car on avait le préparateur de l'Uni, de l'Institut physique, était un ancien mécanicien chez Bugatti. Il nous montrait ce qu'il fallait faire. Maintenant, ça a bien changé. Il n'y a plus de garage devant l'Uni. Il s'agit d'une voiture Adler de 1914. Elle a fait la guerre pendant la guerre 14-18 en Allemagne. C'est une voiture de 4 cylindres avec 8 litres de cylindrée. Il n'y a eu que 3 modèles construits et ensuite ils ont construit des modèles un peu plus petits. Cette voiture est rentrée en Suisse. C'est le chauffeur qui habitait la Suisse, qui était mobilisé en Allemagne, avait assez de la guerre. Elle est rentrée chez lui, dans sa ferme. Il a camouflé cette voiture et on l'a retrouvée dans une grange avec du foin autour en 1948. La voiture est strictement d'origine, comme elle était à l'époque. Le premier vélo, en somme, l'ancêtre du vélo, nous avons fait il y a quelque temps une exposition, l'histoire de la bicyclette du début à l'an 2000. Alors le premier vélo a été construit par M. Drey et il appelait ça la draisienne. Donc il n'y avait même pas de pédale, on faisait aller les jambes comme ça et c'est en somme vraiment l'histoire du vélo. Un peu plus tard, M. Michaud, Ernest Michaud, a fait un pédalier, comme vous voyez ici sur ce vélo. Et c'est en somme le début de la bicyclette, car avant, il n'y avait pas de pédalier. Et Michaud a construit ceci. Ernest Michaud, il avait 13 ans, du reste, il avait s'amusé à faire ça. En parenthèse, il est mort, pas riche, il est mort pauvre même. Et il a monté une usine en 1861, et voici un des premiers vélos Michaud. Donc, vous voyez ce pédalier, ici, on pédalait. La roue avant est plus grande que la roue arrière. La selle n'est pas très confortable, c'est du fer. Et là devant, vous avez ces supports-là, parce que comme c'était une roue fixe, on peut dire, quand il y avait une descente, on mettait les jambes là-dessus pour ne pas pédaler. Quant aux freins, alors les freins, c'était vraiment zéro. Voilà le frein, on faisait articuler le frein, vraiment, alors c'était une catastrophe. Au début, il n'y avait pas de phare, il y a un support ici. Mais ce support, on mettait une lanterne. Par la suite, on avait des bougies, etc. Mais maintenant, voici en somme la première bicyclette. Alors, puisqu'on parle de ce vélo, la première course cycliste a eu lieu au Bois de Boulogne en 1868, créée par M. Leclide. En 1869, la première course Paris-Rouen avec une vitesse de 11,8 km/h. Et un peu plus tard, comme vous voyez, les roues sont cerclées de fer, donc les roues étaient en bois, et c'est seulement en 1869 qu'on a mis les premiers bandages en caoutchouc. Alors là, nous arrivons maintenant au Grand Bi. Alors vous voyez que le Grand Bi a une très grande roue à l'avant. Cette roue a un diamètre, parfois 1,20 m, même jusqu'à 140, même 150 cm. Et par contre, l'inconvénient de ce vélo, c'est qu'il fallait avoir de très grandes jambes. Vous voyez, le pédalier est là. On avait un coup de pédale donné un grand développement. Ce sont les Anglais, donc ça c'est un vélo Rudge ici, qui ont beaucoup travaillé dans l'histoire du Grand Bi. Notez qu'à Genève, la maison Van Luysen, une fabrique, c'était la première fabrique en Suisse de vélos, on a construit également. Oui, le frein n'est pas très puissant, vous voyez ce système de frein avant. Il fallait, pour monter dessus, il fallait être un véritable acrobate, c'était pas facile. Et par la suite, il y a eu des courses de vélo également avec de grands bis, ça en est beaucoup servi. Mais vous voyez que il fallait surtout avoir de très grandes jambes. Alors un peu plus tard,
on a construit ce qu'on appelle le kangourou. Il s'en servait surtout pour la chasse au kangourou, comme on dit, à l'époque. Alors, il est beaucoup plus pratique car il est beaucoup plus bas, premièrement. Il y a une démultiplication. C'est ça l'invention de Rousseau. Et d'autre part, il y a quand on descendait, on peut mettre ses pieds sur ces deux supports pour ne pas toujours pédaler. La première chaîne en fer forgé a été également faite pour ce vélo. Donc on peut attribuer, la première chaîne a été construite à la même époque que ce vélo. On a beaucoup roulé avec, il y avait déjà les tout premiers des pneus à caoutchouc, des pneus donc caoutchouc plein, et ça a été une invention. Bien entendu, peu de temps après, on a inventé le véritable vélo d'origine, comme on a actuellement, avec deux roues identiques. Alors là, nous arrivons au vélo, disons, un peu plus moderne qu'un kangourou. Vous voyez que les deux roues sont semblables. Il y a un entraînement encore par une chaîne en fer forgé à la roue arrière. Et ces vélos ont participé, c'est un vélo de course celui-là, à la première course Genève-Roll en 1878. Et en 1879, il y a eu la première course autour du lac Léman, course qui existe encore actuellement. Alors là, ces vélos ont toujours des bandages pleins, des phares, alors nous verrons l'évolution des phares. Il y a eu au début une lanterne, comme je vous ai montré sur le Michaud. Ensuite, on a eu des phares avec des bougies, ensuite des phares acétylène, et par la suite, beaucoup plus tard, des phares électriques montés par Lucifer. Ces vélos, en 1887, c'est Dunlop qui a inventé les premiers vélos avec des roues gonflables, donc des pneus avec une chambre à air. Depuis les années 1908-1910, on a construit de véritables vélos pour dames. Et ce vélo-là a été construit vers 1910. Vous voyez, il a les pare-boues en bois, les jantes en bois, et derrière, on mettait un filet, comme c'est un vélo de dame, à cause des robes des dames. Les dames ont commencé à faire du vélo vraiment vers 1905, 1910. Dans le temps, les vélos, comme vous avez pu le voir des tous anciens, il y avait simplement une barre pour le cadre. Donc, les dames pouvaient s'en servir également. Mais comme elles faisaient très peu de vélos, c'est seulement à cette époque-là qu'on a lancé le vélo pour dames. À Genève, il y a une grande fabrique il y a plusieurs fabriques, notamment la fabrique Barnoux. Et ce vélo, j'y tiens spécialement, car c'est mon vélo avec lequel j'ai fait le Tour de Suisse. J'ai fait des grands voyages pendant la guerre 39-45. Ce vélo, malheureusement, j'étais un enfant, un collégien pas très riche, pauvre, mais pas très riche, c'était la guerre. Et pour me payer ce vélo, que j'ai payé 200 francs à l'époque, en 1938, j'avais ramassé des glands et des marrons pour pouvoir payer ce vélo. Comme j'avais déjà un peu l'esprit commerçant, je faisais ramasser des glands par mes copains, par mes collègues d'école, et moi j'allais livrer, je prenais je crois 2 centimes par kilo de marron ou de grains, et ce qui m'a permis de payer ce vélo. Bon là, vous avez un vélo militaire. Donc l'armée suisse utilisait ces vélos, type militaire, type commissionnaire, et ce vélo a été construit vers 1914, donc jusqu'à 1990, et il était utilisé pour l'armée. Ce vélo-là a frein torpedo, donc là on a mis une lumière un peu plus récente par rapport à ce qu'il y avait en 1914. Il y a déjà une sonnette, il y a un cadenas, et encore même la plaque militaire. Les lumières arrière sont modernes, disons des années 35, 40. Ensuite, ce vélo-là a été utilisé également pour le même type, fabriqué par la maison Condor ou d'autres maisons, ont fabriqué beaucoup de vélos qu'on appelle les vélos pour commissionnaires. En effet, pendant la guerre 39-45, les épiciers, les boulangers, le marchand, le boucher livraient leurs commissions à domicile, tous par des commissionnaires, avec une hotte bien entendu derrière, et avec des vélos on appelle genre militaire. Alors ce vélo a appartenu à Madame Ketterer, la mère de l'ancien maire de la ville de Genève, donc Claude Ketterer. Et ce vélo est au musée, pour m'en souvenir, et elle me disait, je l'ai connu aussi, elle prenait son petit Claude sur son vélo quand il avait 3-4 ans pour faire des courses.